Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Ludovic, je suis salarié de Enercop PACA à Marseille et mon rôle ce soir c'est d'animer, de faciliter ce webinaire. Pour information, ce webinaire est enregistré, il durera maximum 1 heure, donc on s'engage à vous libérer à 20 heures au plus tard pour que vous puissiez profiter de votre soirée et nous aussi. Merci d'avoir choisi Enercop et son énergie militante. Le sujet de ce soir c'est Enercop et l'énergie citoyenne. Vous le savez, Enercop n'est pas un simple fournisseur d'électricité qui achète d'un côté de l'électricité et la revend de l'autre en pensant qu'à la plus-value au milieu, hein. La raison d'être des coopératives Enercop, c'est de favoriser la réappropriation de l'énergie par les citoyens, citoyennes, donc notamment en soutenant l'émergence de projets de production d'énergie renouvelable dans les territoires. On fait ça de plein de manières différentes dont on va vous parler ce soir et on fait ça notamment en interaction avec Énergie Partagée, qu'on remercie de leur présence au travers de Julien et Erwan qui se présenteront un peu plus tard. Aussi présente ce soir Hélène pour Enercop qui va notamment nous parler de la place des projets citoyens dans l'approvisionnement d'Enercop. Et on a toute une petite équipe derrière les PC qui vont vous répondre à des questions par écrit. Il y a Dorine, il y a Sandrine, il y a Nina, il y a Clotilde, j'en oublie peut-être. Pendant toute la durée de la présentation, vous pouvez poser des questions dans le module Q&R que vous avez testé là juste dans les premières minutes. Vous pouvez aussi liker avec un pouce les questions des autres si vous voulez leur donner du poids. Et certaines de ces questions seront remontées à l'oral et pour d'autres, on vous fera des réponses écrites. Comme d'habitude, on a demandé à nos intervenants de produire un diaporama assez court, intervenants et intervenantes, pour ce soir pour consacrer un maximum de temps à vos questions. Donc, dans un monde idéal, on va essayer de conserver une trentaine de minutes pour vos questions. Donc, autant commencer tout de suite par le plan. Donc, les questions auxquelles on va essayer de répondre ce soir sont les suivantes. Qu'est-ce qu'un projet citoyen? Quelles articulations entre Enercop et énergie partagée? Et quelle est la place des collectifs citoyens dans le mix énergétique d'Enercop? Et je passe tout de suite la parole à Julien pour la première partie. Et Julien, tu peux te présenter. Eh bien, merci Ludo. Bonjour Hélène et bonjour Erwan, mes co-présentateurs et trices ce soir. Et bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister à ce webinaire. Donc moi, je me présente. Je suis Julien Arnaud. Je travaille chez Énergie. Je suis partagé. Je suis dans ma neuvième année. Je travaille à l'animation nationale. L'animation nationale, vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Et je m'occupe plus spécifiquement des sujets de formation et de valorisation des contenus. Et je suis également formateur sur le module 1 chez nous de formation, qui est justement de faire les premiers pas dans l'énergie citoyenne. Donc, j'ai un peu l'habitude de présenter en quelques mots l'énergie citoyenne et une définition de l'énergie citoyenne. Voilà. Erwan, est-ce que tu veux te présenter ou tu te réserves pour la suite? Non, pas de souci. Donc, Erwan Boumar, moi je suis directeur d'énergie partagée. Donc, comme vous le verrez, il y a deux structures, une coopérative et puis une association. Et je vais laisser Julien normalement. Moi, j'interviendrai plutôt pour les questions plus précises, puisque du coup, je pilote aussi la partie investissement. Donc, il y a des questions sur les modèles économiques ou les partenariats énergie partagée EP. Je prendrai le relais. Voilà. Hélène, du coup, est-ce pareil, tu te présentes plutôt sur la deuxième partie ou on en profite pour le faire maintenant? Très bien, faisons-le maintenant. Moi, je m'appelle Hélène, je travaille au pôle énergie chez Enercop National. Le pôle énergie, c'est le pôle qui s'occupe de faire qu'on ait assez d'électricité pour vous, les consommateurs et les consommatrices, donc en achetant auprès de producteurs et productrices et auprès du marché. Et comme tout ça est un petit peu compliqué, on a une fonction qu'on porte à deux qui est le discours énergie et on travaille ensemble sur la vulgarisation et la pédagogie de tout ce qui se passe et de ce que c'est être un fournisseur d'électricité renouvelable et militant. Super, merci. Du coup, on va attaquer cette première partie. Qu'est-ce qu'un projet citoyen? Vaste question.
qu'on peut traiter en toute une journée de formation ou en 10 minutes, comme maintenant. Donc, hop, chrono sorti. D'abord, quelques points de repère sur ce qu'est énergie partagée. Donc, il faut bien comprendre qu'énergie partagée, c'est un mouvement qui comprend notamment deux grandes activités. Elle est en orange dans le petit schéma que vous voyez en bas à gauche, qui est le mouvement associatif porté par une association qui consiste à accompagner, outiller et faciliter des projets d'énergie renouvelable citoyens via des réseaux régionaux. Et vous le voyez sur la carte en haut à droite. Nous, à l'animation nationale, par exemple, on n'accompagne pas directement les projets, on accompagne plutôt ces associations, ces réseaux régionaux qui, elles, vont accompagner des projets d'énergie renouvelable citoyens. Et puis, il y a une autre activité d'énergie partagée qui est portée par une autre entité juridique. C'est à la fois un outil financier et puis aussi une coopérative qui va piloter cet outil financier, donc qui consiste à recueillir l'épargne des Français donc, et de constituer un fonds et de l'investir dans des projets qui vont produire, bah, comme vous voyez, un certain nombre de gigawatts. Le trait d'union entre ces deux entités du mouvement, c'est un label. Donc ça, je vais vous en parler après. Et puis, il y a une troisième activité aussi qui chapeaute un peu les deux que je viens de vous décrire, l'activité associative et l'activité financière. Donc, c'est une activité de plaidoyer, j'ose pas dire lobby, parce que, bon, avec les moyens qu'on a, on fait ce qu'on peut, mais c'est de porter la voix de l'énergie citoyenne et de faire en sorte que bah, quand nos politiques réfléchissent à l'énergie, eh ben, il n'y ait pas trop de bâtons dans les roues qui soient mis dans enfin, pour ceux qui ont plein de bonne volonté et qui veulent se réapproprier l'énergie bah, sur le plan local. Donc, un peu d'histoire sur énergie partagée. Donc, énergie partagée est née en mai euh, en 2010, officiellement, avec la signature d'une charte donc, qui porte les grands principes du développement de projets d'énergie renouvelable dits citoyens. Et en amont, il y a trois précurseurs qui sont à l'initiative de ce mouvement. D'un côté, vous avez tout un mouvement associatif et de projets et d'initiatives locales, avec notamment les Bretons de Bégawatt qui ont mis en service en 2014 seulement, mais vous imaginez bien que le projet avait été créé bien en amont. Le premier site éolien emblématique du mouvement, avec une photo qui est assez célèbre maintenant, qui symbolise bien ce qu'est aussi l'énergie citoyenne. Vous avez d'autres projets comme les ailes des Crêtes. Là, on est tout à l'est de la France, en Champagne-Ardenne. Et vous avez aussi dans le Limousin la citoyenne. Ça, c'est des projets vraiment précurseurs et qui ont contribué à la création de ce mouvement. Vous avez aussi bah, Enercop et la NEF qui ont apporté des expertises bah, énergétiques et financières et qui ont mobilisé leur sociétariat à l'époque pour contribuer à la création d'énergie partagée. Et puis aussi, donc je vous ai parlé des Bretons, ben, il y a une grosse aussi activité en Aura, donc en Auvergne-Rhône-Alpes, avec Espul et Indigo notamment, qui ont apporté pas mal de compétences méthodologiques et financières, et aussi un fonds qui était Solira et qui a collecté à l'époque 1 million d'euros pour financer trois installations qui sont en fait, maintenant on peut les regarder dans le rétroviseur et qui sont des premières installations financées finalement par le fonds deviendra énergie partagée. Et ces trois réalisations sont les premières dans lesquelles énergie partagée aura finalement investi. Voilà pour le petit point historique. Je vous en parlais tout à l'heure, le trait d'union entre l'activité associative et l'activité financière d'énergie partagée, c'est un label. Donc, parce que je vous parlais de la charte qui a été le point de départ de l'aventure d'énergie partagée.
Mais bon, une charte, elle est toujours en vigueur, mais c'est vrai qu'elle a été sujette à interprétation. Puis le mouvement a grandi, les initiatives, elles se diversifient. Et du coup, parfois, les conceptions même de ce qu'est un projet citoyen ont pu varier dans le temps. Donc, en fait, il a fallu remettre un peu les acteurs autour de la table et définir un outil qui soit plus opérationnel, une déclinaison vraiment opérationnelle de la charte. Et en 2021, donc vous voyez, c'est pas si vieux, on a officiellement sorti le label énergie partagée et qui pose clairement des critères autour de 5 axes qui sont fondamentaux pour définir ce qu'est un projet citoyen, donc l'intérêt territorial, la gouvernance partagée, la finance éthique et citoyenne, et l'écologie et la dynamique locale. Alors, je vais bien sûr vous donner quelques exemples. On ne va pas lire tout, vous aurez sûrement la présentation, mais je vous donne quand même quelques exemples un peu emblématiques des critères, hein. Il y en a autour de ces 5 axes, il y en a plusieurs, bien entendu, de critères. Et je vais vous en donner quelques-uns pour que vous ayez un peu un repère de ce qu'est un projet citoyen et surtout de la diversité qu'on peut y mettre. Donc, par exemple, dans les critères, sur le long terme, dans les acteurs locaux et citoyens et leurs intermédiaires pèsent à minima 40% dans l'actionnariat de la future société de projet, la société qui porte en fait le projet citoyen. Donc 40%, c'est pas 51%. Et les acteurs locaux, ça veut dire que c'est des citoyens comme vous et moi, mais c'est aussi des collectivités. Donc ça, c'est une définition qui a pris du temps à, à- à se faire, à être acceptée par l'ensemble du mouvement, mais qui permet d'ouvrir plus largement le concept de projet citoyen. Et pourquoi 40%? Parce qu'avec 40% d'une société de projet, vous êtes sûr de ne pas vous faire imposer les décisions les plus structurantes autour d'un projet. Et donc, vous êtes sûr que ce projet soit dans l'intérêt du territoire. Et vous avez d'autres exemples, le recours aux compétences locales, le fait aussi de faire en sorte que enfin, d'aller chercher de l'argent sur le territoire pour rentrer dans les fonds propres de la société de façon à contribuer à une finance éthique et solidaire et citoyenne. Et puis aussi, des critères écologiques qui vont bien au-delà des critères légaux et qui doivent toujours être bien identifiés, non rédhibitoires. Et sur certaines filières, c'est notamment complété par des chartes voilà, qui viennent compléter donc, les critères du label. Donc, je vous ai mis un lien et vous aurez toutes les explications là-dessus. Donc, je ne vais pas y passer trop de temps. Mais sachez que voilà, aujourd'hui, on a une définition précise et acceptée, globale, cohérente de ce qu'est un projet citoyen, avec des critères qui sont aussi des outils pour piloter de l'accompagnement, parce que tous ces critères, ils sont aussi dans le temps et qui permettent d'envisager qu'un projet citoyen, il peut être à la création, mais aussi il peut être bien plus tard dans le cycle de vie d'un projet. Voilà. Alors, un projet citoyen aussi, qu'est-ce que c'est? Quand on me pose la question, bah, c'est aussi plus de retombées économiques locales. Ça, c'est une étude qu'on a fait et qui montre en fait que les projets citoyens, ils rapportent 2 à 3 fois plus qu'un projet privé classique pour le territoire. Alors, l'explication, elle est relativement simple. Il y a trois tiers en fait de valeur créée autour d'un projet. C'est la fiscalité et les loyers d'un côté, l'emploi et les prestations locales de l'autre, et les dividendes, c'est-à-dire le revenu de l'investissement local. Dans un projet citoyen, vous en avez beaucoup plus c'est-à-dire que un projet citoyen, un projet privé, il y a la même fiscalité et les mêmes loyers globalement. En revanche, sur les 2 tiers qui restent, c'est-à-dire l'emploi et les prestations locales et bien sûr le revenu
de l'investissement local, c'est-à-dire les dividendes, puisque les acteurs locaux sont à la gouvernance de la société de projet, et bien, ils touchent aussi des dividendes, et donc ça fait beaucoup plus de retombées au final pour le territoire. Et puis, c'est pas que de l'argent, c'est aussi de l'impact social. Et là, on a fait aussi une étude. Vous pourrez cliquer sur le lien et vous renseigner sur cette étude. Et bon, il y a pas mal d'externalités positives. Il y en a une qui est quand même assez importante et que je trouve assez emblématique à vous partager, c'est le fait que les citoyens qui travaillent avec alors, les citoyens travaillent quasiment systématiquement avec les collectivités pour faire un projet d'énergie renouvelable et que bah, à chaque fois qu'ils ont eu à travailler avec les collectivités, en fait, ils trouvent que c'est une coopération fructueuse. Et ça, par exemple, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs actuellement où les citoyens et les collectivités peuvent se rencontrer comme ça et avoir la satisfaction à travailler ensemble dans un climat de défiance vis-à-vis du politique. C'est quand même, on voit là qu'il y a des coopérations sympathiques qui arrivent quand même à se faire. Et pourtant, ben, chacun regarde l'autre parfois avec de drôles de yeux. Et ben, finalement, quand ils se mettent autour de la table, autour d'un projet, au final, ils sont contents d'avoir coopéré ensemble. Qu'est-ce qu'un projet citoyen? Bah, c'est aussi, comme je vous disais, un mouvement qui grandit. Alors, on a une cartographie, hein, vous pourrez cliquer encore sur le lien pour vous y intéresser. Elle montre pas mal de choses. Elle montre notamment les acteurs, les projets et les sites de production. Vous verrez qu'elle elle est maintenant bien renseignée. Et vous pourrez vous amuser à trier comme vous voulez, par filière, par région, voilà, il y a plein de clés de tri, mais en tout cas, au global, il y a 452 initiatives citoyennes au moment où j'ai réalisé ces slides, et il y en a 383 qui sont déjà labellisés, hein. Rappelez-vous que le label, c'est un processus sur le temps, donc le delta qu'il y a entre les 452 initiatives citoyennes et celles qui sont labellisées, c'est en fait qu'on n'a pas forcément le label tout de suite, mais ça ne veut pas dire qu'on ne l'aura jamais. Et en termes de puissance, qu'est-ce que ça représente? Donc, puissance installée et à venir, là, je vous ai mis ce qu'on appelle un pipeline, hein, en bon français. Hein. Vous avez en dessous le nombre de projets qui sont en émergence, en développement, en construction et en exploitation. Eh bien, c'est l'équivalent hors chauffage et eau chaude sanitaire d'une ville d'1 300 000 habitants, une énergie citoyenne. Voilà. Pour ce qui est de l'électricité, et puis on chauffe l'équivalent de 27 000 personnes. Voilà. Donc c'est à la fois petit, mais ça commence quand même à peser un petit peu. Et ok, on peut se dire que c'est petit, mais en tout cas, d'un point de vue symbolique, c'est très fort, puisque c'est à chaque fois ben, des histoires de personnes, de collectivités qui construisent des projets. Et Dieu sait si dans toutes les transitions qu'il y a à faire pour réussir à décarboner, la transition énergétique, c'est pas forcément la plus facile. Et nous, notre boulot, justement, c'est notamment de faire monter en compétence sur ces acteurs pour dédramatiser le fait d'avoir à construire une installation d'énergie renouvelable. Et ben, mine de rien, ça commence à faire son nid et ça commence à représenter quelque chose. Voilà, voilà, pour le grand dessin de ce qu'est un projet citoyen. Après, je ne sais pas si j'ai tenu les 10 minutes, un peu dépassé, j'ai l'impression. Oui, j'ai l'impression que c'est un peu plus, mais tu peux enchaîner. Ok. Quelles articulations entre Enercop et énergie partagée? C'est Hélène qui commençait ou c'est toi, Julien? Alors, c'était moi, on avait dit avec Hélène sur cette slide-là. Pareil, Bah, c'est une vas-y. slide assez chargée que je vais pas trop détailler, mais parce que déjà, bon, elle est chargée et elle est un peu complexe, mais
Sachez que enfin, l'articulation entre Enercop et énergie partagée, elle repose sur un historique qui était que, en gros, euh, énergie partagée euh, fait des projets enfin, via les réseaux régionaux et via les collectifs et les collectivités qui sont suivis. En gros, énergie partagée fait des projets qui produisent et Enercop achète l'électricité des projets. Ça, c'est la relation historique. Et donc, il y a trois mécanismes d'achat de l'électricité. Il y a l'obligation d'achat. Donc, Enercop achète la production à un tarif fixé à l'avance par l'État. Ça, c'est plusieurs projets chez nous, notamment le fameux projet très emblématique du réseau Bégawatt, qui est un projet éolien. C'est le cas pour ce projet. Il y a aussi des centrales photovoltaïques en Pays de la Loire qui sont portées par un collectif très dynamique qui s'appelle CoWatt et plein de petits producteurs aussi. Donc ça, c'est un des mécanismes. Le mécanisme qui est le mécanisme principal, c'est un mécanisme qu'on appelle de complément de rémunération. Donc Enercop achète la production au prix du marché et l'État compense la différence entre le prix du marché et le prix obtenu par les producteurs via un appel d'offres. Voilà. Donc ça, c'est le mécanisme principal. Et notamment, c'est le cas de grands projets comme assez récemment trois parcs éoliens dans les Mauges. Chaque fois là, vous pourrez cliquer et voir des présentations de ces projets et toute l'histoire qu'il y a derrière, comment ils se sont montés, etc. OK? Et puis, vous avez aussi des contrats d'achat direct, ce qu'on appelle en bon français des Power Purchase Agreement, des PPA ou des PPA. Et là, c'est un tarif d'achat qui est fixé directement entre Enercop acheteur et le projet citoyen vendeur. Donc, à Bissé-sous Cruchot, par exemple, vous connaissiez peut-être pas ce village de Saône-et-Loire, mais sachez qu'il a porté le premier parc photovoltaïque qui n'a pas vendu son électricité via les mécanismes de soutien de l'État. Ça a été une première quoi, dans toute la France. Et c'est un projet citoyen qui a fait ça. Sinon, vous avez d'autres projets qui sont comme le parc éolien de la Limousinière. En fait, lui, il est sorti de l'obligation d'achat et pour faire un PPA, donc avec Enercop. Puis vous avez plein de projets qui ont été aussi rendus possibles, des projets alors, très emblématiques parce que très citoyens, des petits projets, mais vraiment des bijoux de projets citoyens. Je vous en présenterai un tout à l'heure. Là, je vous ai mis quelques liens. Et là, on a des tarifs vraiment des tarifs de soutien d'Enercop qui, et sans ces tarifs de soutien, les projets auraient été compliqués à sortir. Mais Enercop a trouvé que la démarche était vraiment chouette et du coup a soutenu vraiment par un tarif spécial ces projets. Voilà. Je crois qu'Hélène, derrière, tu voulais détailler. Allez, c'est parti. Ouais, donc on vous a parlé de trois types de contrats et donc il y a un type de contrat qui est un contrat en soutien public qui s'appelle le complément de rémunération. Et sur ces contrats-là, nous, une façon pour Enercop de soutenir les projets citoyens qui se lancent et qui vont vendre l'électricité avec cette modalité, nous, notre moyen de les soutenir, c'est donc de verser des primes qu'on appelle les ATEC, donc les ATEC pour Action de transition énergétique et citoyenne. Donc, quand on verse des ATEC à des producteurs ou des productrices d'électricité, c'est une prime fléchée qui doit être utilisée par ces prods pour faire différentes choses. Ça peut être des actions de pédagogie sur les enjeux écologiques, ça peut être pour mieux intégrer le parc dans son territoire, ça peut être pour financer des actions, soit sur la maîtrise de l'énergie, soit sur la protection de la biodiversité, ou ça peut aussi être pour lutter contre la précarité énergétique, soit de façon très locale, soit en finançant le fonds de dotation qui s'appelle Énergie solidaire. Nous, Enercop, quand on verse cette prime, on a envie de soutenir les collectifs citoyens en allant plus loin que juste l'achat de l'électricité et donc en les épaulant dans leur volonté de s'engager pour la transition énergétique, que ce soit, voilà, soit en organisant des actions très concrètes et locales, soit en soutenant Énergie solidaire. Et comme on l'a dit avant, dans la boussole d'énergie partagée, vous voyez qu'il y a un critère qui s'appelle la dynamique locale. Et ce critère, il propose aux collectifs locaux de sécuriser du temps dédié à l'animation et à la communication au service de la mobilisation et de l'épargne locale
et un budget d'animation locale. Et nous, on voit les ATEC comme une articulation comme une façon de répondre aussi à cet axe-là. Et aujourd'hui, chez Enercop, ça fait 5 ans qu'on verse des ATEC à des producteurs d'électricité. C'est 388 000 euros qui ont été versés avec des primes qui vont de 50 centimes à 2 euros du mégawattheure. Donc, c'est un autre exemple d'articulation entre Enercop, Énergie partagée et les collectifs citoyens. Alors, je reprends la suite, Hélène, puis tu détailleras, je crois, un peu plus loin ce que je vais dire là. Donc, bien sûr, pour la vente de la production, bon, bah, Enercop et Énergie partagée, il y a quand même un ADN citoyen commun. Donc, on a fait les comptes, c'était l'an dernier, en fin d'année l'an dernier. Et donc, on a vu qu'il y avait 38 projets labellisés et financés par Énergie Partagée qui revendent leur production à Enercop. Donc, et ces 38 projets labellisés et financés, ils représentent 26% de la pro d'Enercop. Donc, c'est pas rien. Et s'y ajoutent des projets labellisés mais qui ne sont pas financés par Énergie Partagée, ce qui fait qu'en tout, il y a 113 projets qui revendent leur production à Enercop. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y a 452 initiatives citoyennes, donc il y en a 383 qui sont labellisées, ça vous le savez déjà. Sur ces 383, il y a 334 sur l'électricité, le reste c'est de la chaleur, et il y en a 217 qui sont en phase d'exploitation, donc en possibilité de revendre à Enercop. Donc ça veut dire que les 113 projets qui revendent à Enercop, en fait, par rapport aux projets citoyens en capacité de revendre leur électricité, bah, ça veut dire qu'il y en a la moitié, pile, qui revendent à Enercop. Donc c'est quand même un partenaire de choix. On s'en aperçoit par les chiffres. Et un exemple encore d'une belle coopération entre Enercop et Énergie Partagée. Alors là, on est sur un projet de petite taille, mais très emblématique. Je vous en parlais tout à l'heure, qui a été soutenu par un PPA. Et on va s'y intéresser un petit peu. Donc là, c'est le projet des survoltés d'Aubé, le parc solaire d'Aubé. Je vous ai mis, ben, je vous ai pas mis, alors je le changerai, mais ah oui, si, je l'avais mis plus haut. Vous verrez une super vidéo sur l'inauguration de ce parc qui est vraiment très sympa. Et les ingrédients de la belle aventure citoyenne, c'est quoi? C'est un collectif motivé. Donc là, c'était des gens qui avaient fait une grosse mobilisation contre les gaz de schiste. Puis une fois qu'ils ont obtenu gain de cause, et ils se sont dit, bah, maintenant qu'on a lutté contre, ce serait bien de lutter pour un truc. Et ils ont choisi de lutter pour, enfin de s'engager pour installer un parc photovoltaïque au sol. Il y a eu des collectivités aussi qui étaient bien aidantes, donc notamment un terrain, une ancienne décharge inutilisable. Ça, c'est très important par rapport à nos critères, hein. On ne fait pas de photovoltaïque sur des terres nourricières, nous. Il faut que les terres soient perdues. Et donc là, c'était le cas, qui était mis à disposition par la commune, et puis 100 000 euros de subvention qui étaient accordés par la région en partenariat avec l'ADEME. Donc ça fait un beau petit pécule de départ. Et puis Enercop et Énergie Partagée qui se sont unis pour aider à concrétiser ce dossier, ce projet. Donc Énergie Partagée, c'était via l'association, le réseau régional Éclair, qui est un réseau régional vraiment très, très, très actif, hein, qui a été porté longtemps par Enercop Languedoc-Roussillon, et donc qui a accompagné le projet. Énergie Partagée Investissement qui a financé ce projet-là à hauteur de 50 000 euros, donc qui est rentré dans la gouvernance à hauteur de 50 000 euros, et Enercop qui achète la production autour de 10 centimes du kilowattheure, ce qui à l'époque était un surcoût moyen d'environ 17 400 euros par an par rapport à son coût d'approvisionnement moyen. Donc c'est un vrai, vrai tarif de soutien. Il y a une vraie dynamique locale avec 274 actionnaires citoyens sur ce projet, en direct, hein, dans le projet. Et 10% des bénéfices
vont être fléchés pour sont fléchés pour soutenir des actions de sensibilisation sur le territoire. Donc, une très belle initiative citoyenne. Bon, même si elle n'est pas très grosse, elle est très emblématique de ce qu'on fait. Hélène, je te laisse parler d'un énorme projet. Oui, moi je vais vous parler d'un projet qui est un peu de l'autre côté du spectre en termes de productible et donc de volume produit. Et j'ai décidé de vous parler d'un des parcs qui fait partie d'un ensemble de parcs qui sont situés dans les Mauges, donc en Pays de la Loire. Et c'est trois parcs qui vendent leur électricité à Enercop. Donc on a déjà dit les noms, c'est Grand Frêne, Grande Levée et Irôme. Et pour regarder un petit peu plus en détail et vous raconter l'histoire d'Irôme, Irôme, c'est un parc qui a été mis en service en avril 2020. Et si on rembobine un peu, pour faire un peu l'historique, c'est un parc qui a d'abord été développé par un développeur privé qui s'appelle Nordex, qui en 2018 avait fini le développement et a décidé de vendre le projet. Et au moment de vendre le projet, il y avait déjà un collectif citoyen bien engagé sur ce territoire qui s'appelle À tout vent en Chemillois, qui s'est mobilisé très fortement pour pouvoir acheter le projet et du coup le transformer en projet citoyen. Donc aujourd'hui, dans l'actionnariat, on trouve à la fois le groupe de citoyens et de citoyennes de ce collectif, mais il y a aussi Énergie Partagée Investissement et deux sociétés d'économie mixte locale, donc à la fois Mauge Énergie qui est la société d'économie mixte très locale et Alter Énergie qui est la SEM au niveau du département. C'est un projet qui a bénéficié d'un investissement d'énergie partagée, donc à hauteur de 12 millions d'euros, et qui est évidemment labellisé projet citoyen. Aujourd'hui, la vente de l'électricité qui est produite enfin, est conclue avec Enercop via un contrat de complément de rémunération. Donc, c'est un contrat dont on vous a parlé avant. Très concrètement, nous, pour pouvoir gérer des contrats en complément de rémunération, on a besoin de signer des contrats tripartites entre le producteur, Enercop et un agrégateur. Et donc, on a conclu ce contrat et on verse une prime ATEC dont on a déjà discuté avant pour aider le collectif à faire plein de différentes actions. Pour vous donner quelques chiffres sur ce parc, c'est 5 éoliennes et donc une puissance totale installée de 12 mégawatts. En 2023, c'est 35 gigawattheures produits, donc c'est un gros parc. Aujourd'hui, on compte 350 citoyens et citoyennes qui sont actionnaires et l'investissement d'énergie partagée, c'est 12 millions d'euros. Donc, on est sur un gros investissement et une collaboration des deux acteurs sur ce parc. Et on peut passer à la slide suivante. Une des autres articulations entre Enercop et énergie partagée, c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, Enercop Enercop devient producteur d'électricité. Toutes les coopératives du réseau Enercop co-développent des projets d'énergie renouvelable citoyenne en France. Aujourd'hui, il y a à peu près 40 personnes 40 personnes comptées en équivalent temps plein qui travaillent sur la production au sein du réseau. Et il y en a 6 qui sont dans une filiale commune, Enercop Production, qui accompagne les projets et mutualise les outils au sein du réseau. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'Enercop Production est lauréat d'une subvention européenne d'1,5 million d'euros et qui va servir à booster les projets dans les territoires. Et aujourd'hui, pour vous faire une sorte de point d'étape, dans le réseau, on compte 97 projets qui sont en émergence et 119 projets qui sont en co-développement ou en construction. Et ça, c'est des chiffres d'octobre 2024. Dans ces chiffres, la grande majorité, c'est des projets photovoltaïques, mais il y a également des projets éoliens dont Enercop est partenaire et souvent aux côtés d'énergie partagée investissement. Ce qu'on peut aussi se dire là, pour faire le lien entre les deux entités, c'est que la quasi-totalité des projets du réseau sont labellisables, en cours de labellisation ou labellisés. C'est à noter que la labellisation intervient généralement un peu plus tard et bien plus tard par rapport au début du projet. Et c'est pour ça que pour l'instant, certains projets identifiés ne sont pas labellisés, mais c'est à venir. Et une fois qu'on a dit tout ça, je vous propose de passer à une nouvelle partie qui est la partie sur la place des collectifs citoyens dans le mix énergétique d'Enercop. Donc là, on va plonger dans notre approvisionnement
et dans pourquoi on choisit d'avoir des collectifs citoyens dans notre approvisionnement chez Enercop. Donc, la première chose qu'on peut se demander, c'est de dire bah, pourquoi Enercop a envie d'agréger l'énergie citoyenne, pourquoi ça fait absolument sens pour nous. Alors, ça fait sens pour nous parce qu'on a envie de rassembler autour du projet Enercop des personnes et des collectifs qui partagent nos valeurs et notre vision de la transition énergétique. Donc, comme on l'a dit déjà en filigrane dans tout ce webinaire, chez Enercop, on a envie de s'engager pour une transition énergétique qui soit à la fois citoyenne et locale. Et ce positionnement est ancré dans la charte réseau d'Enercop. Donc, juste pour vous donner un peu de contexte, la charte réseau d'Enercop, c'est la charte qui a été validée en 2017 par tous les conseils d'administration de toutes les coopératives Enercop et elle décrit nos principes fondateurs. Et et la charte d'Enercop est relativement proche de la charte d'énergie partagée. Pour vous donner quelques éléments, comme vous pouvez lire dans la charte réseau, on lit que Enercop aspire à une société qui est à la fois sobre et autosuffisante en énergie, qui permet l'accès à toutes et à tous à une énergie d'origine 100% renouvelable et organisée dans le cadre d'une gouvernance partagée, transparente et démocratique, avec un vrai enjeu de réappropriation par les citoyens et les citoyennes de tous ces enjeux. Ça, c'est un petit peu le pourquoi on le fait. Et très concrètement, on sait aussi, pour vous donner des éléments concrets de qu'est-ce que ça veut dire de pouvoir agréger l'énergie citoyenne, ben, on a un petit peu mené un combat pour pouvoir être l'acheteur obligé dans le cadre des contrats d'obligation d'achat dont on vous a parlé avant. Au départ, il n'y a que EDF qui pouvait acheter de l'électricité euh, via ce mécanisme et on s'est battu pour nous aussi pouvoir être acheteur obligé et donc pouvoir ramener plein de projets d'énergie citoyenne dans notre approvisionnement parce que ça nous tient à cœur. Une fois qu'on a dit ça, on peut passer à la slide suivante et on peut regarder concrètement en termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne dans notre approvisionnement. Julien, faut passer à la slide suivante. Merci. Donc, en termes de chiffres clés, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, au 1er octobre, donc il y a peu, l'énergie citoyenne, ça représente 244 contrats sur les 480 contrats qui courent en ce moment et qui approvisionnent les consommateurs et les consommatrices d'Enercop. C'est des contrats qui concernent des sites qui vont de 3 kilowatts à 16 mégawatts. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment tout un panel de puissance qui est très grand. Quand on regarde en nombre de contrats, aujourd'hui, sur ces 244 contrats, l'écrasante majorité sont des installations photovoltaïques, donc c'est 233 contrats sur 244. Par contre, quand on met les autres lunettes et qu'on regarde ce que ça donne en volume, aujourd'hui, l'éolien, c'est 57% de l'électricité produite par les installations citoyennes et le photovoltaïque, 42%. Une fois qu'on a dit ça, on peut aussi regarder ce que ça donne en termes de volume dans notre approvisionnement. Dans notre approvisionnement en 2023, je prends en 2023 parce que c'est là qu'on a des chiffres consolidés. Les projets citoyens, c'est 150 gigawattheures produits et ça représente à peu près un quart des volumes achetés par Enercop qui proviennent d'installations citoyennes. Donc voilà, s'il y a deux chiffres clés à retenir, c'est à peu près 250 contrats et à peu près un quart des volumes achetés par Enercop en ce moment. Une fois qu'on a dit tout ça, on peut se demander, maintenant qu'on sait qu'on a de l'énergie citoyenne, qu'on l'agrège, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Et en fait, ce que ça nous permet de faire, c'est de porter la voix de l'énergie citoyenne aux côtés, évidemment, d'autres acteurs et d'autres actrices de l'écosystème. Et donc, chez Enercop, il y a un vrai travail de plaidoyer, comme l'a dit Énergie Partagée aussi, pour faire reconnaître le critère de citoyen comme un gage de qualité d'électricité. Et du coup, là, bien plus avec notre casquette aussi de fournisseur d'électricité. Pour vous donner un exemple concret de réussite dans notre plaidoyer, on peut parler de l'émergence du label Vervolt. Donc, le label Vervolt, c'est un label qui certifie une offre d'électricité et en l'occurrence chez Enercop, l'offre aux particuliers. Tous les particuliers ont une offre labellisée Vervolt au niveau très engagé.
Enercop a, pendant toute l'émergence de ce label, participé aux consultations de l'ADEME et a vraiment poussé pour que l'énergie citoyenne soit reconnue en tant qu'énergie de qualité. Et aujourd'hui, il y a deux niveaux de labellisation dans le label Vervolt, à la fois un niveau engagé qui demande déjà de respecter plein de critères, mais aussi un niveau très engagé. Et pour atteindre ce niveau très engagé, il faut que le quart de l'électricité commercialisée dans l'offre respecte certains critères d'additionnalité. Donc il y a deux possibilités. Soit c'est des installations qui ne bénéficient pas d'un soutien public et qui n'en ont pas bénéficié. Donc là, on rentre dans un critère d'additionnalité économique. Soit c'est des installations qui font l'objet de ce qu'on appelle, ou de ce que l'ADEME appelle une gouvernance partagée. Et là, ça veut dire qu'à minima, 40% de l'installation est détenue par des citoyens et des citoyennes ou des collectivités. Et là, on rentre dans le critère d'additionnalité sociétale. Donc, vous vous rappelez, dans les planches présentées auparavant par Énergie Partagée, on avait ce chiffre plancher de 40% et aux mains des citoyens et des citoyennes dans la gouvernance. Et nous, on voit ça comme une réussite d'avoir réussi à le faire entrer dans le référentiel de l'ADEME et d'avoir quelque part où c'est écrit et où c'est reconnu comme un critère de qualité et où désormais c'est opposable. Voilà pour notre petite histoire d'un plaidoyer réussi et de ce qu'on a envie de porter en tant qu'Enercop avec d'autres acteurs et d'autres actrices sur ces sujets. Super, on a pris un tout petit peu de retard. On va passer au temps de questions. Du coup, je vais vous obliger, si je peux, merci Hélène, merci Julien, à répondre de manière concise. Il y a un certain nombre de questions. On me dit dans l'oreillette, Erwan, qu'il faut pas que tu répondes aux questions écrites lorsqu'elles sont indiquées comme celles qu'on va répondre à l'oral. Sinon, du coup, ça marche moins bien. Parmi les questions, on avait des questions sur cette histoire de 40%, donc plutôt pour énergie partagée. Une question de Christelle qui dit, est-ce que dans ces 40%, les collectivités sont incluses? Est-ce qu'elle n'est pas sûre d'avoir compris? Une question de Jean-Pierre qui demande comment est-ce qu'on atteint ces 40%? Est-ce que c'est facile d'avoir 40% dans la gouvernance des projets ENR d'acteurs locaux et citoyens? Et c'est déjà cette question à laquelle on peut répondre. Et ensuite, j'en aurai d'autres. Donc, vous pouvez y aller. Qui veut, Erwan ou Julien? Ma question est, est-ce que c'est Christelle Sauvage qui pose la question? Ou c'est une Non, autre je question? pense pas. Oh, je rigole. Parce que, effectivement, ça a été un long sujet de débat que de savoir est-ce qu'on incluait dedans les collectivités. Finalement, ça a été tranché. On s'est dit, les collectivités, après tout, elles sont élues par des citoyens. Et donc, oui, on inclut les collectivités. Et donc, ce qu'on appelle les acteurs locaux, c'est les citoyens, personnes physiques, et les collectivités. Voilà. C'était longuement débattu, mais c'est ce qui est sorti. Et est-ce Et que c'est simple pourquoi d'avoir 40% juste? 40%? Ouais. Ouais, voilà, juste pourquoi pas. Voilà. 40%, ça existe aussi par rapport à un autre critère qui est que il y a un autre critère qui dit que les acteurs privés ne peuvent pas imposer les décisions structurantes. Et tout ça, ça se définit dans ce qu'on appelle les statuts d'une société de projet, et notamment dans quelque chose qu'on appelle la minorité de blocage, et que quasiment enfin, à tous les coups, avec 40%, on est dans cette minorité de blocage qui fait que on ne peut jamais se faire imposer une décision structurante d'un projet quand on en possède 40% via un pacte d'actionnaires qui lierait par exemple les citoyens et les collectivités. Voilà pourquoi il y a ce critère-là qui est assez précis, chiffré, mais qui permet en tous les cas d'assurer que le projet se fait bien dans l'intérêt du territoire. Alors bien sûr, il n'y a pas de problème pour dépasser ce critère, hein, on est sur un plancher. Il n'y a pas de problème pour déplacer ce critère, mais ce n'est pas forcément obligé d'avoir 51% d'une société de projet pour assurer que cette société de projet agit dans le bénéfice du territoire. Ça permettait d'ouvrir le modèle et du coup voilà, d'en avoir plus. Est-ce que j'ai Merci. répondu correctement? Ouais. Et est-ce que c'est simple d'obtenir ces 40%? Est-ce qu'en général, c'est facile d'atteindre
Ben, l'implication de sociétaires, de particuliers ou de collectivités pour atteindre 40%? alors, la réponse, ça dépend quand est-ce qu'on rentre dans la société de projet. Il y a une phase à risque où globalement, c'est un peu plus facile de rentrer parce que le prix est plus accessible. Mais il faut prendre un risque, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr que le projet va se faire. Une fois qu'on est sûr que le projet va se faire, il y a ce qu'on appelle une prime de risque, donc c'est un peu plus cher de rentrer, donc bah, ça complexifie à ce niveau-là, c'est-à-dire que le projet est plus risqué, mais il y a plus d'engagement financier. Il y a d'autres façons aussi de rentrer dans une société de projet, hein, en convertissant des apports en nature, et notamment par exemple le foncier, dans la prise de participation. Voilà. Bon, c'est pas, non, c'est un combat de rentrer dans la gouvernance des sociétés de projet encore aujourd'hui, hein, pour les collectivités et les citoyens et les citoyennes. Mais voilà, quand on a à ses côtés un réseau régional, énergie partagée, investissement, ben, c'est un combat qui est un peu plus facile mais bon, ça reste une place à prendre. Super, merci. On a une autre question qui est, peut-être vous n'avez pas la réponse, mais c'est Fabienne qui nous demande, est-ce que les projets sont initiés plutôt par des collectivités ou plutôt par des collectifs citoyens? Je pense que c'est Julien ou Erwan, là. Ouais, je vais bien prendre la réponse. En fait, ça dépend vraiment des tailles. Si vous regardez la carte sur l'énergie partagée, vous voyez qu'il y a énormément, enfin, on a près de 400 projets. Sur les 400, il y en a plus de 300 qui sont portés par des citoyens, mais c'est des petits projets, des projets de grappes solaires qui ne nécessitent pas vraiment d'aller chercher beaucoup d'argent. C'est des projets qui vont coûter moins de 100 000 euros. Donc, ça, il y a une grande dynamique citoyenne. Après, pour aller sur des projets plus gros, des projets éoliens, des projets PV au sol de plusieurs mégawatts, là, il y a un mix. Nous, les projets, ils ont été initialement beaucoup portés par des citoyens tout seuls, puis par des collectivités. Puis après, il y a des développeurs privés qui sont venus voir les citoyens des collectivités pour qu'on fasse ensemble. C'est aussi pour ça qu'on a mis en place ces logiques de co-développement. Aujourd'hui, les citoyens qui veulent développer des gros projets font quand même le pari que ça fait plus de sens et c'est plus pertinent de le faire avec des collectivités, voire avec de l'expertise privée, parce que le marché s'est tellement complexifié que faire de la veille et être efficace sur les demandes d'autorisation, le financement, est assez compliqué. Donc on a de moins en moins de collectifs citoyens qui font des grands projets tout seuls, mais plutôt en s'aidant, en s'entourant d'énergie partagée, d'énercop, de SEM, de collectivités. Super, merci. Si on peut arriver à faire encore plus court, je sais que c'est compliqué, mais comme on a des questions et qu'il est déjà -10, on a une question de Yves qui nous demande, est-ce qu'un projet au départ privé peut devenir citoyen quand le réseau est trouvé? Vous pouvez nous dire Du ça? coup, ouais, tout à fait. Nous, c'est de plus de deux tiers des projets qui ont été rachetés par des citoyens, des collectivités énergie partagée, développés par des développeurs. Ok, ils rentrent dans le label s'ils remplissent les critères. Tout à fait. Et C'est oui, ça? ouais, ouais. À partir du moment où le projet existe, mais qu'on crée la dynamique territoriale et que les conditions de gouvernance notamment sont réalisées, et plus après ce qu'on appelle des OPEX citoyennes, c'est-à-dire que les bénéfices du projet, enfin une partie des bénéfices, bah, viennent soutenir des actions de sensibilisation, etc., le projet peut devenir citoyen, tout à fait. Merci. On a une question qui concerne plutôt Hélène. Si sur les trois quarts de l'énergie achetée, d'où vient le reste, Hélène, chez Enercop? Et oui, c'est une bonne question. Effectivement, dans nos volumes, un quart provient de projets citoyens. Oh, on m'a enlevé mes notes sous les yeux, c'est dommage. La grande moitié provient d'indépendants, c'est-à-dire d'entreprises qui sont plus ou moins grandes. On a 13% des volumes qui proviennent de collectivités et 9% qui proviennent d'une catégorie qu'on appelle autre, un petit peu plus difficile à catégoriser, des salles de concert,
des collectivités suisses qui exploitent des centrales en France. Voilà, mais pour vous donner une grande idée des volumes, c'est la moitié indépendant, un quart citoyen et après collectivité. Super, merci. Et j'enchaîne, on a une autre question un peu pour toi, je pense. C'est quoi la mission d'un agrégateur? Quel est le rôle de l'agrégateur? Contrat tripartite, agrégateur, qu'est-ce que ça fait? C'est les questions de Alain, Sophie, Christelle. Ouais, vous avez raison, j'ai utilisé des gros mots un peu compliqués pour pouvoir récupérer des volumes en complément de rémunération. Enercop est obligé de faire ce montage avec trois acteurs. Très simplement, le producteur produit de l'électricité qui transite vers Enercop puis vers l'agrégateur. Et le circuit économique est dans l'autre sens, donc de l'agrégateur vers Enercop, puis de d'Enercop vers le producteur. Et Enercop s'insère au milieu de ce schéma à la fois pour avoir des volumes d'énergie citoyenne, parce que c'est ce qu'on veut et c'est une des modalités de vente de l'électricité pour des parcs, et pour ajouter un bonus pour venir financer des ATEC sur le territoire. Donc c'est juste pour vous dire que le montage est un peu compliqué, mais l'intérêt d'Enercop de, de faire ces montages-là, c'est d'avoir des volumes et de rajouter une prime ATEC donc, pour financer des actions locales concrètes pour la transition énergétique euh, sur les territoires. Super, merci Hélène. On a une question de Sophie. Pourquoi la labellisation intervient-elle après la mise en production? Donc ça, c'est plutôt pour énergie partagée. Alors, la labellisation, elle n'est pas forcément après la mise en production. Elle peut intervenir à différents moments. Si elle est avant la mise en production, il y aura bien sûr, bah, dans tous les cas, il y a un système de suivi, mais un projet qui coche toutes les cases dès le développement, il peut très bien être labellisé tout de suite. Ok, super, merci. Ensuite, on a une question qui revient par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les 40%, mais qui a été posée depuis. Y a-t-il un critère géographique dans le calcul des 40%? Alors, il y a, enfin, pas directement sur les 40%, mais il y a un autre petit critère, je ne sais pas si vous l'avez lu quand j'avais montré les différentes critères justement d'ancrage territorial. Au-delà des 40%, il faut qu'il y ait au minimum 30 personnes physiques qui soient de l'interco ou de l'interco voisine au projet, qui soient directement ou indirectement actionnaires du projet. Super, merci. Il y a une question de Jean-Pierre qui demande si des citoyens ou des citoyennes... euh, euh, ah non, attendez, non, celle-là, c'est pas pour tout de suite. J'en avais une. Oui, il y avait une question de Thierry sur pourriez-vous nous en dire plus un peu sur les formations? Comment est-ce qu'on peut avoir accès aux formations d'énergie partagée que vous avez citées tout à l'heure? Alors, la formation de premier niveau, elle est accessible gratuitement via l'ADEME. Il faut venir sur le site d'énergie partagée et venir dans la rubrique Monter un projet. Puis vous allez voir, il y a un planning partagé des formations et un peu partout s'organisent des formations qui ont l'horrible code Climat 42. Mais ça veut dire que c'est mis en place par l'ADEME, payé par l'ADEME et que tout un chacun peut venir à cette formation. C'est souvent les animateurs régionaux qui l'animent. Donc voilà, ça, soyez attentifs. Il y a d'autres moyens s'il y a des gens qui travaillent dans la fonction publique territoriale. Vous pouvez aussi y accéder bah, gratuitement via le CNFPT, le Centre de formation de la fonction publique territoriale. C'est un autre grand moyen. Il y a aussi la FNCCR qui programme nos formations. Et puis, bien sûr, les réseaux régionaux. Tout ça, ça se retrouve sur notre planning des formations à la rubrique Monter un projet. Super, merci. Et une question, je pense plus pour Hélène, qui revient à la question. Non, ça peut être aussi pour Erwan. Je ne sais pas qui va faire cette question. C'est comment inciter les projets citoyens à changer leur acheteur au profit d'Enercop, un quart actuellement. Est-ce que c'est des obstacles réglementaires ou financiers? Alors, il y a plusieurs sujets. En fait, les projets portés par Énergie Partagée, c'est depuis 2013 qu'ils ont été mis en place.
Et donc, à peu près en 2017, Enercop a été en capacité de racheter de l'énergie à des projets qui bénéficiaient de mécanismes de soutien, c'est-à-dire à des tarifs plus importants. Donc, on a un gros stock de projets citoyens qui ont été conclus. Et quand on part sur des projets de 20 ans, en fait, ils sont financés par des banques sur 20 ans. Changer d'acheteurs ou de mode de valorisation est effectivement assez compliqué, même si on a réussi à faire sur quelques projets, notamment vegan. Et après, les projets d'approvisionnement durable, donc, qui sont financés dès le début pour une vente en contrat de gré à gré avec Enercop. Ça, c'est des choses qu'on fait depuis quelques années, mais qui sont compliquées, qui dépendent aussi de l'appétence des banques au risque Enercop. Donc là, on vient de finir le financement du projet de Chaninck en PACA, mais ça a été pas mal de sueur et de travail collectif entre Enercop et Énergie Partagée pour trouver le financement. Merci. Il y a une question de Yves. Un projet de plusieurs consommateurs voisins avec revente de surplus peut-il être soutenu par énergie partagée? Alors, en fait, nous, les projets d'énergie partagée, pour qu'ils rentrent dans la labellisation, il faut que ce soit des projets collectifs, c'est-à-dire que des projets faits à plusieurs sur différentes toitures. Si le projet actuel, c'est chaque citoyen a fait sa centrale sur sa toiture et qu'il n'y a pas de dimension collective dans le projet, ça ne pourra pas être fait. Mais si c'est un regroupement de voisins qui investissent des toitures, dont les toitures particulières, ça peut être une logique, ça peut être labellisable. Ouais, je vous invite à aller voir ce que font les AMEP. Vous allez voir AMEP, un peu comme une AMAP, mais avec un E. Des citoyens qui s'organisent entre toitures pour donner leur électricité, leur surplus. C'est pas mal du tout. Allez voir. Est-ce que j'ai une dernière question? Allez, j'entends une. Euh, Quid de la place des centrales villageoises? Quelle est la place des centrales villageoises? C'est quoi l'articulation entre les centrales villageoises et énergie Alors, partagée? C'est Alain qui nous pose cette question. alors, donc, un projet centrale villageoise est automatiquement labellisé. C'est automatique. Et après, sur l'adhésion, il y a, bon, on est donc bien sûr totalement imbriqué avec les centrales villageoises, labellisation automatique et conditions particulières, enfin avantageuses pour les centrales villageoises qui souhaitent adhérer au mouvement énergie partagée. Et du coup, D'accord, super. l'association des centrales villageoises est adhérente d'EP et donc porte certains sujets, notamment les grappes PV. C'est eux qui sont nos experts du mouvement. Donc EPC énergie partagée et PVC photovoltaïque. Pardon. Merci Erwan. Merci Erwan. Il reste quelques questions en rade, mais on ne va pas pouvoir les traiter. N'hésitez pas si vous avez encore des questions à aller les poser sur le village. Je lance un sondage que vous allez voir apparaître tout de suite sur vos écrans. Ce webinaire a-t-il répondu à vos attentes? Tout à fait, plutôt oui, plutôt non, pas du tout. Et pendant ce temps, je me charge de remercier Hélène, Erwan et Julien pour l'intervention. Je vous rappelle que notre prochain webinaire se situe, j'ai la date, le 16 janvier et sera consacré aux idées reçues sur les énergies renouvelables, tout un programme. Vous pouvez retrouver la vidéo de ce webinaire sur le village et la présentation sur le village, qui est le réseau social des sociétaires Enercop, et aussi sur YouTube. Et n'hésitez pas à nous poser des questions aussi sur le village si vous avez des questions complémentaires. Il est 20 heures, on y est à peu près arrivé. Merci Julien, merci Hélène, merci Erwan, et bonne soirée à toutes et à tous. Salut. Merci Ludo. Merci Ludo. Merci, au Au revoir. revoir.